En tant qu'ingénieur de mastering, ça fait plus de 10 ans que je travaille uniquement in the box, c'est-à-dire que je travaille 100% avec des plugins. Donc, alors pour ce qui concerne ma casquette de producteur, là vous voyez, il y a du synthé hardware depuis longtemps et j'ai même commencé sur le hardware. Mais c'est vrai que les périphériques donc de traitement audio, c'est-à-dire compresseur, saturateur, etc., j'ai quasiment jamais utilisé à part un petit peu en production, mais en tout cas en mastering, je me suis toujours restreint à travailler avec des plugins parce que je pensais que c'était mieux. Et j'utilise des plugins parce que pour une question de workflow, de coût, d'entretien, etc. dont on parlera plus tard. Et c'est vrai que je me suis dit que le hardware, ça commençait à être quelque chose un petit peu élitiste pour peut-être des ingé sons qui veulent se la péter un peu, ou s'acheter du beau matériel, ou collectionner des choses. Ou alors peut-être qu'ils entendent des choses qui n'existent pas toujours, je sais pas. Bon, j'avais une vision quand même peut-être un petit peu trop stricte des capacités du hardware. Jusqu'au jour où j'ai branché ce compresseur analogique. Et non, c'était pas la chaleur du son analogique, la magie du son analogique qui a opéré. Mais il s'est passé un truc, et un vrai, et je vais vous expliquer ça tout de suite. À propos de mastering, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Tower Audio. Je vous mets le lien en description. Contactez-moi sur le chat, je vous répondrai rapidement. Ce sera un plaisir de travailler ensemble. Alors donc moi, pour le mastering, j'ai toujours bossé in the box pour des raisons pratiques, comme je vous l'ai dit, parce que les plugins, ça coûte quand même moins cher que du hardware, ça prend pas de place, il n'y a pas d'entretien si ce n'est que des mises à jour. Et puis ça peut faire pas mal de choses. Pour moi, aujourd'hui, le son des plugins est vraiment à la hauteur de l'analogique. On peut faire ce que fait l'analogique, mais on peut aussi aller plus loin. Je vous donne un exemple de certains plugins que j'utilise quasiment au quotidien pour les masterings de mes clients. C'est une liste non exhaustive, mais bien sûr, voilà, il y a des best-sellers. Évidemment, j'utilise FabFilter avec des EQ dynamiques. J'utilise aussi, bien sûr, pour le son typé analogique, beaucoup de plugins de chez Acoustica. Voilà, j'utilise aussi des plugins qui n'existent pas en hardware, comme par exemple le SUSI qui permet d'enlever les petites résonances. Évidemment, la suite Ozone avec maintenant Ozone 12 qui peut faire des choses encore plus folles avec du démixage par stem, etc. Bien sûr, les plugins UAD qui sont des très bonnes émulations du hardware analogique célèbre. Des plugins aussi que j'aime beaucoup et en plus qui sont très bien optimisés. Évidemment, les Tone Project, je vous ai fait plusieurs vidéos dessus. C'est vraiment des super plugins pour le mastering. Acoustica, encore une fois, évidemment, avec des EQ typés analogiques. J'utilise aussi, par exemple, Newfangle Audio avec, voilà, le genre de plugin qu'on peut pas vraiment avoir en hardware. Parce que les Sonibel avec leur analyse façon IA, etc. qui sont très avancés, en plus qui sonnent très bien. Beaucoup de plugins aussi de chez Plugin Alliance avec des très bonnes émulations d'hardware analo. Et par exemple ici le Gold Clip qui émule un Lavry Gold pour essayer d'aller toujours un peu plus près du son du hardware. Parce que finalement c'est ce qu'essaye de faire une bonne partie des plugins, c'est d'émuler le son hardware. Et finalement s'ils essayent tant que ça d'essayer de le faire, il faut peut-être essayer de se demander pourquoi. Et donc je me suis toujours dit, allez, je vais pas acheter du hardware, je vais rester avec mes plugins, franchement ça marche très bien, mes clients ils sont contents de mes masterings, je vois pas pourquoi j'irai investir de l'argent, prendre de la place, etc., l'électricité, tous les problèmes inhérents au hardware, l'entretien, voilà, le prix aussi bien sûr, parce que voilà, le prix d'un plugin c'est 10% du prix d'un hardware. Et donc je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, je me suis dit, le hardware analo, c'est pas pour moi, j'y vais pas, je laisse ça aux autres, et moi je m'en sors comme ça. Sauf que, il y a quelques temps, et je vous en ai fait une vidéo, j'ai reçu ceci, le FrekTube de Frekport, j'en ai fait une longue vidéo. Dedans, il y a des lampes qui permettent de faire de la saturation analogique, tout ça contrôlé par un plugin, donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Et c'est vrai, je vous l'ai montré dans ma vidéo, en comparant le son analogique de cette machine avec mes meilleurs plugins de saturation, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une différence, et que c'était quand même assez agréable à utiliser. Je vous mets le lien de cette vidéo en description. Et ensuite est arrivé au studio le Frek In-Out, toujours de la même marque de Frekport, avec qui j'ai fini par sympathiser, qui permet de brancher du hardware et de l'utiliser un petit peu à la manière d'un plugin, donc pareil, un petit peu le meilleur des deux mondes. Je vous ai fait une longue vidéo dessus, donc pareil, je vous la mets en description si vous voulez en savoir plus. Et c'est vrai que l'utilisation du Frek In-Out m'a fait changer de point de vue concernant les difficultés qu'on peut rencontrer avec le routing, la synchronisation, la latence, tous les problèmes qu'on peut rencontrer finalement avec une carte son et du hardware. Et c'est vrai que le Frek In-Out règle quand même pas mal de ces premiers problèmes. Et comme c'est tellement facile de brancher des choses derrière, je me suis dit, finalement, maintenant, j'aurais peut-être envie de tester du hardware. Pourquoi? Parce que si autant d'ingé son continue à investir dans du hardware, c'est qu'il y a peut-être une raison et peut-être que finalement, je passe à côté d'un truc, donc j'avais envie de tester ça.
J'avais donc de l'envie de tester un hardware, mais je savais pas lequel. Je voulais quelque chose de tout en un, quelque chose qui fasse un petit peu tout, qui soit la petite touche qui va finaliser les masters, les miens et pour mes clients. Quelque chose donc qui soit adapté au mastering, qui soit pas trop cher, pas trop encombrant et avec un petit effet waouh si possible. Et c'est justement pile poil là qu'est arrivée la sortie du X-Max d'Elysia. Le X-Max, c'est un compresseur 100% en classe A avec un traitement mid-side intégré. Il travaille en 3 bandes de fréquences, grave, médium et side. Ça permet vraiment de sculpter vos mix, par exemple de renforcer le bas pour un grave plus présent, de rendre une caisse claire plus percutante, ou d'élargir vos guitares en jouant sur les sides. Il intègre aussi un soft clipper hérité de l'alpha compresseur pour pousser le signal pour avoir plus de loudness, contrôler les pics et éviter les saturations numériques. Et des vues-mètres analogiques qui vous permettent de visualiser les niveaux. Son interface simple permet d'obtenir un résultat cohérent et en peu de temps, que ce soit en mixage, en mastering ou pour une utilisation en live. À l'arrière du X-Max, on trouve des entrées en XLR et en jack TRS, ainsi que 2 types de sorties, elles aussi en XLR et TRS, utilisables simultanément. Ça permet d'envoyer le signal vers d'autres équipements selon les configurations complexes, ou de mettre par exemple en place du traitement parallèle. Dans mon cas, les sorties jack sont bien pratiques car elles me permettent, avec des câbles de patch bon marché, d'aller directement rentrer et sortir dans mon freaking out. L'appareil fonctionne avec une alimentation interne et consomme seulement 9 watts. Et comme tous les produits Elysia, il est entièrement fabriqué en Allemagne, avec un très haut niveau de finition. Alors je vous laisse aller sur le site d'Elysia pour en savoir plus. Vous avez ici des exemples que vous pouvez écouter qui sont très pertinents. Vous l'avez en format rack, en format 500 ou en format cube, c'est-à-dire il est indépendant, vous pouvez le poser comme ça sur votre bureau et pas avoir besoin de le mettre dans un rack ou de le mettre dans un rack 500. Avec, vous voyez, l'alimentation et toutes les sorties qui vont bien. Les prix ici sont à titre indicatif. Je vous invite à aller regarder mes liens affiliés en description avec le prix actuel. Alors voici le schéma. Partez pas en courant, c'est pas compliqué à comprendre, mais ça permet de mieux comprendre la machine. Vous avez une entrée gauche-droite. Là ici, il y a un décodeur mid-side. Donc la partie mid, donc c'est ce qui est mono, passe ici dans 2 compresseurs. Donc vous pouvez décider de la fréquence de coupure entre les graves et tout le reste, donc les médiums aigus. Donc c'est 2 compresseurs qui sont indépendants. Le signal sort des 2 compresseurs et passe dans tone. Donc ça c'est un potard qui permet de rajouter des extrêmes aigus, donc de l'air, ou alors d'en enlever. Ensuite pour les sides, vous pouvez couper comme ça le bas afin de ne pas avoir du bas dans les sides. Ça c'est plutôt pas mal. Vous avez un compresseur et le même potard de tonalité pour rajouter de l'air ou en enlever. Une fois que c'est traité, ça passe dans le décodeur mid-side et la voie droite et gauche passe par un soft clipper qui permet d'atténuer les crêtes les plus violentes pour aller attaquer par exemple un limiteur, un DAC, etc. Donc ça c'est le chemin du traitement du signal, mais vous verrez qu'il y a d'autres options qui sont directement disponibles depuis la façade du X-Max. Donc après l'avoir reçu, installé dans mon rack et branché à mon freaking out, j'ai tout de suite essayé ça sur un master. Et là, pas grand chose. Je me suis dit, bon, c'est un compresseur, ça compresse, ouais, c'est sympa. Mais j'ai pas eu un waouh, genre, ah ouais, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai jamais entendu une compression pareille, le son est analogique, le son est chaud, etc. Et donc j'ai comparé avec des plugins que j'avais l'habitude d'utiliser, histoire de vraiment voir si j'entendais quelque chose de particulier, un son analogique, une chaleur, quelque chose. Finalement, pas vraiment, donc j'avoue que quand même le premier effet, j'étais plutôt déçu en me disant, bon finalement j'avais raison, je vais rester avec mes plugins. Sauf que, en pratiquant un peu plus et en apprenant à l'utiliser, je me suis rendu compte de quelque chose qui vraiment va changer la donne et qui commence à me faire comprendre pourquoi le hardware a un intérêt. On va voir tout ça avec des exemples audio, ce sera évidemment plus concret. Alors le X-Max c'est très complet puisque on a un compresseur, un clipper, un EQ et tout ça en mid-side. En fait en vrai il y a 3 compresseurs comme je vous l'ai dit. Alors l'agencement du X-Max est bien pensé puisque on a 4 parties là qui sont séparées ici vous voyez par des traits. Donc la première partie c'est le threshold, ça permet d'ajuster le seuil des graves, des médiums et des sides. Donc c'est là qu'on retrouve nos 3 compresseurs avec une séparation dans la partie mid avec les low et les médiums et un compresseur uniquement dédié aux sides. Ensuite ici on a la partie contrôle qui va nous permettre de régler la séparation entre les basses et les médiums, entre les 2 parties. Donc le signal est divisé en 2. Donc le crossover va se situer de 40 Hz jusqu'à 470 Hz, ce qui nous laisse quand même une belle amplitude.
Ensuite, on a Time qui nous permet de régler le release. Donc, on a un release qui fait 1 seconde 7 jusqu'à 10 millisecondes. Donc, un release qui peut être quand même très rapide. Ensuite, on a le Link qui va permettre de linker les mid et le side. Ça, on le verra tout à l'heure dans l'exemple. Ça peut être pratique. Ensuite, ici, la partie Equalizer puisque ça va nous permettre de booster ou de baisser la fréquence ici des lows. Ça va nous permettre de booster ou de baisser la fréquence des mid. Donc, ce qui est au-dessus des lows au point de crossover. Ici, on va pouvoir augmenter la stéréo ou la baisser, donc en montant le niveau des sides ou en le baissant. Donc on peut aller de +12 à chaque fois à -12, ce qui nous laisse une belle amplitude. Ensuite, on a la partie Shape avec un bouton ici Tone qui est très intéressant puisque c'est un EQ. Donc c'est un EQ qui va aller ajouter de l'air ou en enlever. En gros, c'est un high shelf qui commence à peu près vers 1 kg et qui progresse très doucement jusqu'à 50 kg, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment rajouter de l'air, comme on peut le faire par exemple sur un Mag EQ ou sur un clariphonique. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça donne vraiment cette sensation d'air et il est vraiment très doux, très joli, très agréable. Là, ici, on va pouvoir régler le niveau du soft clipping pour aller clipper les crêtes afin que le signal qui sort du X-Max n'aille pas, par exemple, faire clipper le DAC ou alors les machines d'après, ou alors pour tout simplement donner un petit peu de stabilité au signal. Et on a enfin le volume de gain de sortie qui va permettre d'ajuster de +12 dB à -12 dB le gain de sortie. Voilà, et là les boutons, ici c'est un bouton bypass tout simplement, hit, voilà, il faut l'appuyer évidemment pour que ça marche. Et là on a le bouton punch qui va augmenter le ratio du compresseur. Donc à la base on est sur un compresseur vraiment très doux, dédié mastering justement avec un ratio de 1,45. Et si je l'enclenche, je passe à un ratio de 2,55, donc quelque chose voilà, de plus punchy forcément. Et ici un bouton très pratique, Lomo, qui va permettre de filtrer les graves dans la partie side. Ensuite, là, on a les vumètres avec le vumètre de gain réduction des médiums, de gain réduction de la partie low, donc des basses, de gain réduction des sides et le soft clipping, donc la réduction du soft clipping. À chaque fois, on a une graduation sur 7 dB maximum. Et ici, c'est pour montrer qu'il y a du signal d'entrée dans les mid et dans les sides. Et la deuxième LED s'allume en rouge quand on rentre trop fort dans le compresseur. Bon, moi, j'ai essayé, franchement, faut y aller. Pour rentrer trop fort, il y a vraiment une bonne réserve de gain. Allez, on va partir avec tous les réglages à 0 et je vais régler le compresseur en direct et comme ça vous pourrez voir et écouter ce que je fais. Alors vous voyez ici j'ai le link qui est désactivé, donc chaque compresseur est indépendant, mid, low et side. Et je peux aller progressivement comme ça, linker les trois compresseurs pour qu'ils compressent tous de la même manière. Là on voit bien ici que la compression est la même partout, ce qui fait que j'ai un compresseur qui est devenu monobande et qui compresse les mid et les sides et tout le spectre de manière uniforme. Ça peut être bien de linker un petit peu selon les cas ou complètement, voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. Ici je trouve que c'est bien de ne pas le linker pour donner voilà, un petit peu plus de dynamique on va dire. Voilà, donc là je l'ai réglé, ça marche plutôt bien sur ce morceau, je vous fais écouter avec et sans. Vous voyez, bon là je clip volontairement beaucoup, mais c'est pour vous montrer la waveform.
Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de bouton d'attaque puisque l'attaque est fixe, elle est de 10 millisecondes. Par contre, si on compresse plus que 8, eh bien, l'attaque automatiquement devient encore plus rapide pour essayer d'attraper les pics, puisque ça veut dire que comme on veut compresser beaucoup, on veut attaquer les pics. Voilà, donc en fait, l'attaque va s'ajuster en fonction du contexte. Vous voyez ici en touchant au time et à la fréquence, j'arrive à avoir une compression qui est, on va dire, plus naturelle, je l'entends moins. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même un avantage de l'analogique, c'est que je peux, vous voyez, compresser beaucoup. Là, je suis à un ratio de 2,55 avec une compression jusqu'à presque 8. Et en fait, ça reste vraiment très naturel. Alors évidemment, je l'entends, hein. Mais finalement, on n'entend pas le compresseur qui agit, qui pompe, et ça reste, encore une fois, très naturel. Et ça, avec les plugins, c'est vraiment plus compliqué d'avoir ce résultat-là, hein, vraiment beaucoup plus compliqué. Vous voyez ici avec le link, hein, là on entend vraiment le compresseur pomper. Hein. Bon, évidemment les réglages sont abusés, mais vous voyez, de délinker, ça permet de donner vraiment beaucoup plus naturel. Après, on peut avoir justement envie de faire pomper un compresseur. Il y a des cas où ça peut être utile de le faire, donc c'est bien d'avoir cette option et en plus que ce soit progressif. Vous voyez, la différence est quand même assez folle, tout en restant naturel. Voilà, maintenant on va voir ça avec un morceau techno que j'ai sorti il y a quelques années, vous devez peut-être le connaître. On va voir ce qu'il a dans le ventre, c'est parti. Vous voyez que ça marche quand même sur tous les styles, c'est vraiment facile à régler, c'est convivial. Alors, voilà, puis ça permet de pas regarder l'écran, de se concentrer vraiment sur le son, et puis avec deux mains, là je le fais pas parce que je suis pas en face là, à cause de la caméra, mais ça permet aussi de toucher deux réglages à la fois, ce qu'on peut pas faire sur un ordi évidemment. Et surtout en fait de se concentrer encore une fois sur le peu de fonctions qu'il y a, mais qui sont vraiment très bien pensées et qui permettent, vous voyez, d'aller, que ce soit une boucle de batterie, un morceau entier, de la techno, de la pop. J'espère que vous entendez l'amélioration que ça procure, mais en tout cas, pour moi, c'est évidemment un gros oui, puisque ça marche en fait tout simplement à tous les coups. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en branchant le X-Max au Freaking Out, je peux avoir une fonction qui n'est pas dispo sur le X-Max, c'est du dry wet. Donc, je vais pouvoir faire des réglages
comme on va le voir, totalement abusé. Je vous fais écouter. Là, j'ai vraiment extrêmement écrasé, hein, je suis au maximum. Mais bon, vous voyez quand même que je ferais ça avec un VST, je pense que ça serait vraiment beaucoup plus dégueulasse. Là, presque, on pourrait dire que ça passe. Mais bon, évidemment, c'est trop. Et je vais pouvoir doser. Vous voyez que si je me mets en dry wet à 50%, je vous fais écouter. Voilà, donc ça, c'est quand même intéressant de pouvoir le faire. Voilà donc pour les extraits audio et pour l'explication de ce hardware. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos impressions, si ça vous a bluffé ou pas. En tout cas, bon bah vous me voyez venir, hein, voilà, la conclusion c'est que on n'est pas sur un son analogique, en fait il n'y a pas vraiment de définition du son analogique. Moi en fait dans mon esprit, à la limite la définition d'un son analogique, ça serait un son qui serait crade, qui serait instable, qui serait, je sais pas, dans lequel il y aurait du souffle, qui serait poussiéreux. Je sais pas si on utilise un compresseur à lampe, ou alors c'est sûr que si on utilise un délai à bande, avec des vieilles bandes abîmées, là on va avoir du son analogique comme on peut l'imaginer. Mais en fait le son analogique, alors surtout chez Elysia qui fabrique des traitements qui sont le plus transparents possible, parce que justement ils veulent pas trop colorer. Le but c'est pas d'aller rajouter du cracra, rajouter du grain. En fait le but c'est d'obtenir quelque chose d'efficace rapidement et de transparent. Transparent, c'est pas le fait que ça rajoute pas du souffle, de la saturation malvenue, un déséquilibre, quelque chose d'un peu non désiré. La transparence dans un compresseur analogique, ça sous-entend qu'on va pouvoir l'appliquer sur une track, sur une boucle, sur un master, et abuser un petit peu dans les réglages et que ça va pas finalement s'entendre, qu'on va réussir à compresser naturellement. En fait tout ça je pense que c'est dû au fait que ce soit programme dépendant. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais peut-être qu'il y a une sorte d'inertie, peut-être qu'en fonction des fréquences du signal, voilà, le traitement va aller changer. D'ailleurs je l'ai analysé un peu avec Plugin Doctor et on voit d'ailleurs que ça bouge beaucoup, que quand on tourne par exemple les médiums, eh bien le grave baisse et en fonction du signal qu'on rentre, les courbes elles changent, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui passe en fonction du signal, et ça c'est vrai que les plugins ont du mal à le simuler. Mais en fait les deux gros avantages c'est ça. Le premier c'est vraiment l'efficacité, la rapidité et surtout le résultat qui marche avec peu de réglages. Si je veux faire la même chose avec des plugins, je vais devoir sortir 2, 3, 4 plugins, faire plusieurs réglages, ajuster, passer plus de temps pour un résultat qui sera pas forcément mieux. Alors évidemment si je passe du temps, que je sors mes meilleurs plugins, que je teste, voilà, je vous envoie ça en blind test et vous n'arriverez pas, et moi non plus, à savoir quel est celui qui a été traité en analogique. Mais par contre il va falloir que j'y passe du temps et ça va être moins naturel, et peut-être qu'en y allant plus fort je vais moins réussir quand même à avoir ce côté là. Peut-être qu'il va falloir que je mette de la parallèle compression, plusieurs compresseurs, etc. Et le deuxième point non négligeable, bah, c'est le feeling. C'est que en fait on manipule quand on touche à la compression, quand on touche au gain, bah, on a vraiment cette sensation de manipuler le son avec les doigts et aussi de pas regarder l'écran et donc de juste écouter pour faire nos réglages. Et ça c'est quand même un atout qui est un petit peu cher payé, hein, je vous l'accorde, mais ça permet vraiment de mettre les mains dedans et d'avoir une sensation physique du son. Et c'est quelque chose qu'on peut pas avoir avec la souris, parce que c'est vrai que quand on bouge la souris c'est un seul paramètre à la fois, et puis bah, on regarde l'écran, on a les yeux rivés sur l'écran. Il n'y a pas ce côté où je règle les choses sans me poser de questions et juste en écoutant. Alors est-ce que je vais revendre tous mes plugins? Bah non, évidemment que non, puisque je vais continuer à travailler en hybride justement grâce au Freaking Out qui permet de le faire très simplement. Je vais continuer à utiliser les plugins Ozone pour du démixage, pour de la saturation multibande. Je vais continuer à utiliser des plugins genre Suzy, ou alors genre le Pro Q4 qui permet de traiter comme ça les harmoniques, ou alors de faire de l'équalisation dynamique avec des bandes qui sont très courtes et d'en mettre plusieurs. Bon bref, je pense qu'il y a vraiment dans les deux mondes du très intéressant. On peut bien sûr se passer d'analogique pour faire du bon résultat, mais c'est vrai que quand on commence à entrer comme ça dans une envie d'avoir de la qualité, moi pour mes clients évidemment je cherche le meilleur, donc je suis vraiment à la recherche de ce plus, et puis aussi personnellement de gagner du temps, parce que c'est vrai que si j'arrive à être plus efficace sur mes masters, bah, c'est gagnant pour tout le monde. Et en plus c'est vrai qu'avec les IA qui arrivent et le mastering par IA qui va commencer à être je pense assez compétitif, en tout cas pour le prix, voire pour gratuit, bah en fait nous les ingé mastering on va devoir redoubler d'efforts peut-être pour convaincre
convaincre. Et c'est vrai que d'avoir du hardware analogique, ça serait peut-être une des solutions pour concurrencer l'IA, parce que l'IA, quoi qu'elle fasse, elle va pas aller compresser quelque chose en analogique. Et comme je vous dis, il y a quelque chose qui se passera peut-être pas avec des algorithmes. Je remercie bien sûr les équipes d'Elysia de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce compresseur, ainsi qu'à Tom de LaForge Studio, qui est le distributeur français, entre autres d'Elysia et aussi de Fragport, que je remercie pour sa sympathie et lui aussi pour sa confiance. Quant à vous, si vous voulez plus de vidéos dans le style et de soutien à la chaîne, il suffit de s'abonner, ça prend 3 secondes et ça nous remercie. L'abonnement il sert plus à grand chose aujourd'hui sur YouTube parce qu'avec la page d'accueil vous avez ce que vous voulez. Ça permet d'avoir plus de poids quand on contacte des marques et donc de vous proposer du matos de meilleure qualité avec des meilleures reviews et de pouvoir avoir plus de temps pour les faire aussi également. Voilà, dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de tester du hardware, quel est votre sentiment? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous intéresse pas? Vous dites que c'est trop pour vous, est-ce que vous comptez y aller? Est-ce que ça vous donne envie? Je suis curieux d'avoir votre sentiment par rapport à ça, ou alors peut-être que selon vous c'est du bullshit total et que ça sert strictement à rien. En tout cas, vous voyez, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, puisque moi j'avais un avis assez arrêté sur le hardware en disant que c'était pas pour moi, et malheureusement il suffit de tester pour changer d'avis. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je voulais pas tester. Allez, merci à tous, prenez soin de vous, faites du son et puis bisous.